Deux, ça marche. Laurence qui est très impressionnée devant tout ce monde. Merci déjà d'être venue. Donc je me présente, je m'appelle Laurence Bernard Levréreau et je m'intéresse à l'écoféminisme depuis une bonne dizaine d'années, mais de façon personnelle et en autodidacte, donc hors d'un contexte universitaire. Je ne fais pas de recherche universitaire sur le sujet. Et l'histoire a commencé l'année dernière, justement, avec la marche pour le climat, puisque j'ai rencontré là des jeunes femmes qui étaient ensemble dans une association et on a évoqué le terme de écoféministe ou écoféminisme et elles m'ont demandé donc de faire un petit exposé, une présentation. Ça s'est passé à l'auberge de jeunesse à Montpellier. Et bon, on a eu un ou deux rendez-vous et ça n'a pas été plus loin. Et puis on a commencé à se recontacter, à préparer éventuellement des petits ateliers. Et donc là, grâce à Marie-Noël, je refais un petit exposé. Donc c'est vrai que je vais parler certainement beaucoup d'auteurs, d'autrices qui sont intéressés au sujet, mais je voulais faire un petit parcours très rapide, juste pour parler des personnes que je suis allée lire, des conférences que je suis allée écouter. Tout ça pour vous dire qu'il y a une dizaine d'années, quand je me suis intéressée au sujet, il n'y avait pas énormément de textes. Maintenant, ça devient plus évident, et puis ça a l'air d'intéresser tellement de monde, j'ai l'impression. Donc déjà en un mois, je vois qu'il y a il y a tout à coup des articles qui sortent sur le sujet. Il y a des livres qui commencent à sortir. Donc la première rencontre avec ce sujet, ça a été via le blog de Mona Chollet. Mona Chollet, elle commence à être bien connue aussi maintenant. Un blog qui s'appelait Périphérie. Et elle parle d'un livre qui s'appelle... en français, il a été traduit par Femme, magie et politique. Alors, femme et politique, je pouvais imaginer le sujet. Femme et magie, je pouvais aussi imaginer le sujet, quelque chose d'ethnologique ou je ne sais pas. Politique et magie, je me disais, ça c'est un petit peu moins évident. Qu'est-ce qu'il y a ? Et alors les trois ensemble, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cet ovni en littérature ? Donc je suis allée voir et ce livre, en fait, est paru en 2003 en France. Et moi, je l'ai lu en 2010. Mais il a été réédité dans la collection Sorcière en 2019. Et c'est un livre qui était paru aux États-Unis en 1982. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a aucune traduction de texte, non pas sur l'écoféminisme, mais de textes écoféministes. On n'a quasiment rien. Jusqu'à il y a 2 ans, où une philosophe française, Émilie H., a fait une anthologie de textes écoféministes, donc qui sont à la fois théoriques, poétiques, il y a des textes qui viennent du théâtre, il y a un petit peu de tout. Et donc, après cette rencontre avec cet auteur, est-ce que j'ai dit son nom d'ailleurs ? Starhawk, qui a écrit Femme, magie et politique. Donc j'ai commencé à aller chercher un petit peu. J'ai trouvé une historienne italienne qui s'appelle Silvia Federici, qui a écrit Caliban et la sorcière. Peut-être que vous connaissez ce texte aussi. Comme la préface du livre de Starhawk était faite par une philosophe belge, je suis allée voir du côté de cette philosophe Isabelle Stengers, etc., etc. Mais c'était très mince, les documents, il y a 10 ans. Dans les années 70, oui, il y a un magazine qui s'appelle le magazine Sorcière, qui est créé par des féministes. Et en 1974, il y a une féministe qui s'appelle Françoise Daubonne qui utilise pour la première fois ce mot écoféministe. C'est elle, en quelque sorte, qui va créer ce mot. Mais en France, silence radio, après 1974, on ne parle plus jamais de ce terme. Et peut-être en écho à cette revue des années 70, en 2015, il y a une collection
une collection sorcière aux éditions Cambourakis qui va voir le jour, une collection féministe et anticapitaliste. Voilà, c'est l'intitulé. Et puis alors en 2018, c'est Mona Chollet qui écrit Sorcière. Alors c'est un grand succès de librairie et effectivement depuis tout à l'heure je vous parle surtout de sorcières, mais les écoféministes et les sorcières sont un petit peu liés et c'est comme ça qu'on les voit arriver enfin un petit peu en France, les écoféministes, au travers de pancartes. Dans des manifestations, et je vous dirai un petit peu plus loin pourquoi les deux sont associés. Donc, en France, pas d'écho en 1970, et en 1982, Vandana Shiva, qui est peut-être plus connue de vous, non ? Une écoféministe américaine, indienne, écrit dans un article, l'écoféminisme, un mouvement quasiment inconnu au bataillon français. Ce sont ces termes et on est en 82. Alors pourquoi un tel désintérêt et puis tout à coup un tel engouement pour ce mouvement ? Voilà, je crois qu'on va essayer de répondre, mais je pense que vous répondrez aussi peut-être à la fin, après mon exposé. Donc, j'ai choisi de présenter cet exposé en mettant l'accent sur le fait que l'écoféminisme, en Angleterre et aux États-Unis, puisque c'est les lieux vraiment où il est apparu vraiment en réalité, c'est un mouvement qui est né dans l'activisme. Le mot écoféminisme est arrivé petit à petit. C'est pas d'abord une théorie qui ensuite a fait sortir les femmes dans la rue. Et on peut dater le début de cet activisme par une série de mouvements contestataires qui démarrent en 1980 par des actions directes, toujours non violentes, qui sont menées par des femmes, notamment des mobilisations en général contre le nucléaire civil et contre le nucléaire militaire, contre la pollution. Et au fur et à mesure de leurs actions, de leurs manifestations, on va voir que ces femmes vont apprendre à fabriquer leurs propres outils, leurs propres ressources, leurs modes d'action. Elles vont apprendre énormément de choses au fur et à mesure qu'elles vont manifester. Dans les années 90, ce mouvement va disparaître un petit peu, enfin va diminuer, et c'est là que l'écoféminisme va devenir un objet universitaire, un objet d'étude. Donc soit parce qu'on va étudier les textes qui sont tous en anglais, soit parce qu'on va les étudier du point de vue sociologique ou littéraire, voilà. Et là, on commence à parler de l'écoféminisme à l'intérieur de l'université. Je pense qu'on continue. Alors, pour comprendre les débuts de cette mobilisation des femmes, il faut se souvenir du paysage des années 80. J'ai l'impression que les gens sont tous très jeunes ici, mais enfin, moi, dans les années 80, j'avais une vingtaine d'années. Et donc, on a quand même quelques souvenirs d'une atmosphère ou d'un imaginaire à l'époque qui nous fera mieux comprendre ce qui se passait. On est dans un contexte de guerre froide. La menace d'une guerre nucléaire est tout à fait réelle. Le nucléaire civil devient également une menace avec des fuites quelquefois dans des centrales. Il y a des accidents, entre guillemets, dans les centrales nucléaires. Il y a des pollutions, évidemment, aux produits chimiques. Et donc, pour les personnes qui ont vécu à cette période, peut-être que vous vous en souvenez, il y a une image qui est à peine une caricature. On se dit, ben voilà, il suffirait que soit du côté URSS, soit du côté États-Unis, on appuie sur un bouton et boum, ça explose et il y a un champignon nucléaire des deux côtés et puis c'est terminé, quoi. On a ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour certaines personnes, on a quand même ça en tête à l'époque. Et on peut dire donc que le mouvement de femmes américaines et anglaises qui est né à cette époque
C'est un mouvement qui est surtout né de la peur, de la terreur, de la tristesse, de la colère, contre les hommes qui gèrent la planète et qui gèrent la planète à notre place et qui vont éventuellement décider d'appuyer sur un bouton ou en tout cas de faire ce qu'ils veulent avec la planète. Voilà. Alors, l'idée même, dans un contexte pareil, l'idée même d'action, l'idée d'agir pose déjà question. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire dans un tel contexte? Qu'est-ce qu'on peut faire qui soit à la hauteur? Quand on est confronté à une situation comme ça, quel genre de revendications on peut avoir elles vont se retrouver finalement, ces femmes, devant une sorte de situation qui dit soit tu trouves la solution, et à ce moment-là, elle doit être si possible immédiate pour la totalité de la planète, et tu vas régler tout à toi toute seule, ou enfin à vous toute seule vous allez tout régler, ou bien vous vous taisez, quoi. C'est ce que Isabelle Stenger s'appelle typiquement une alternative infernale. Une alternative infernale. Soit vous trouvez la solution tout de suite pour tout le monde et ça va vite, soit vous vous taisez, quoi. Je veux dire, il n'y a rien à faire. C'est un peu ça la situation pour ces femmes. Et c'est cette situation-là qu'elles vont décider de prendre en charge. Elles vont décider de chercher à avoir une prise sur cette réalité. Et comment on fait pour avoir prise sur une réalité qui est presque en train de nous dire, ben voilà... du jour au lendemain, ça peut être l'apocalypse si jamais il y a ces mecs d'un côté ou de l'autre de la planète qui décident d'appuyer sur un bouton. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, elles ont effectué plusieurs actions. Et une des actions les plus spectaculaires, qui est aussi une des plus connues, je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle la Women's Pentagon Action, l'action des femmes au Pentagone, je ne sais pas comment on traduit ça. Ouais. Et donc c'est une des actions les plus spectaculaires, les plus connues. Alors à l'occasion, je mettrai des photographies sur Facebook si j'en ai la possibilité. Et Nina va nous donner une idée de ce que sont ces manifestations de ces activistes américaines. Le 17 novembre 1980, 2000 femmes se dirigent vers le Pentagone. Elles portent 4 mascottes qui ressemblent à d'énormes poupées de carnaval, et la plupart d'entre elles sont déguisées et maquillées. Leur attirail exprime la colère, la tristesse, mais également la joie. En arrivant, elles érigent des pierres tombales pour toutes celles qui sont mortes à cause de cette machine de guerre et de productivisme. On peut y lire les noms d'Anne Frank, de Marilyn Monroe ou encore de femmes tuées au Vietnam. Les poupées rythment la procession. Celle du deuil d'abord en blanc, accompagnée de silence et de pleurs, puis celle de la colère, rouge, à laquelle se joignent des cris, des tambours et un vacarme considérable. Vient alors la poupée dorée de l'empowerment. Les femmes encerclent le Pentagone. Certaines munies d'un balai en nettoient les entrées et tissent d'énormes toiles devant ces portes avec des fils de laine. D'autres maudissent ce lieu de terreur et de mort et lui jettent un sort. Enfin, lorsqu'arrive la poupée du défi, habillée de noir, les femmes se regroupent pour lire leur déclaration d'unité, écrite collectivement en amont de cette action. Voici un extrait de cette déclaration. Nous nous réunissons au Pentagone le 16 novembre parce que nous avons peur pour nos vies. Peur pour la vie de cette planète, notre Terre, et pour la vie des enfants qui sont le futur de notre humanité. Nous sommes venus pour pleurer, hurler et défier le Pentagone parce qu'il est le lieu de la puissance impériale qui nous menace tous, toutes. Chaque jour, pendant que nous travaillons, étudions, aimons, les colonels et les généraux qui planifient notre anéantissement entrent et sortent tranquillement par les portes situées de ces 5 côtés. Nous vous protégeons, disent-ils. Mais nous n'avons jamais été aussi proches de disparaître, si près de la fin du temps, de l'humain, de l'humaine. Nous, femmes, nous nous rassemblons parce que la vie au bord du précipice est intolérable.
Nous voulons savoir quelle colère, quelle peur, qui ne peuvent être satisfaites que par la destruction, quelle froideur de cœur et quelle ambition motivent ces hommes jour après jour. Nous voulons savoir, parce que nous ne voulons pas de cette domination qui prend la forme d'une exploitation meurtrière dans la relation internationale, et qui est si dangereuse pour les femmes et les enfants à la maison. Nous ne voulons pas de cette maladie transmise par une société violente des pères à leurs fils. De quoi nous, les femmes, avons-nous besoin dans nos vies de tous les jours? Que voulons-nous pour nous-mêmes et nos sœurs dans les nouveaux pays et les anciennes colonies qui souffrent de l'exploitation de l'homme blanc et trop souvent de l'oppression de leurs compatriotes? Nous voulons suffisamment de bonne nourriture, un logement décent et des communautés avec de l'air et de l'eau, des soins appropriés pour nos enfants pendant que nous travaillons. Nous voulons un travail qui soit utile à une société sensée. Nous respectons le travail des femmes qui apportent des soins aux enfants, les leurs et ceux des autres, en préservant un refuge physique et spirituel contre la société avide et militariste. Nous voulons mettre un terme à la course aux armements. Plus de bombes, plus d'effarantes inventions de mort. Nous comprenons que tout est connecté. Nous savons que la vie et le travail des animaux et des plantes ensemencent, réensemencent et habitent tout simplement notre planète. L'exploitation comme la destruction organisée d'espèces que nous ne reverrons jamais nous effraie et nous désole. La terre nous nourrit comme nous la nourrissons à notre tour de nos corps. À travers nous, nos mères relient le passé à l'avenir de l'humanité. C'est avec ce sentiment, ce devoir écologique, que nous nous opposons aux liens financiers entre le Pentagone, les sociétés multinationales et les banques que le Pentagone sert. Ces connexions sont faites d'or et de pétrole. Nous sommes faites de sang et d'os. Nous sommes constitués d'une ressource douce et infinie, l'eau. Nous ne permettrons pas que ces jeux violents perdurent. Si nous sommes ici aujourd'hui des milliers déterminés, nous nous retrouverons certainement des centaines de milliers dans les mois et les années à venir. Nous savons qu'il existe une manière aimante, sensée et saine de vivre. Et nous avons l'intention de vivre de cette manière dans nos quartiers et dans nos exploitations agricoles de ces États-Unis et parmi nos sœurs et frères de tous les pays du monde. Voilà, on est en 1981. Voilà, alors toutes ces femmes, il y a des féministes dans cette Women's Pentagon Action, mais vous voyez aussi qu'il y a toutes les mères de famille, il y a tout le monde, il y a toutes les femmes qui ont envie d'être présentes, il y a des femmes qui viennent de très loin aussi. C'est toutes les femmes qui viennent. Et on voit bien aussi dans cette lecture qu'elles ont un ennemi qui est très clair, très défini, les hommes du Pentagone, qui sont dits des criminels. Et on voit aussi quelque chose de très étonnant, c'est que les émotions vont trouver leur place dans ces mobilisations. Les émotions entrent dans la vie publique au lieu de rester dans la sphère privée. Et elles prennent, comme vous l'avez compris, des formes vraiment très, très évidentes avec ces mascottes géantes. Donc là, je pense que c'est assez clair que c'est un mouvement, que c'est actif et que c'est pas d'abord théorique. Alors vous imaginez qu'il y a eu pas mal de critiques, il y a eu des critiques qui venaient du gouvernement, mais il y a eu aussi des critiques qui venaient des écologistes. Le gouvernement leur dit que si éventuellement elles veulent s'occuper de leurs enfants, le mieux qu'elles puissent faire, c'est de rentrer à la maison, comme ça elles pourraient s'occuper de l'avenir de leurs enfants. Donc il y aura aussi des critiques même des mouvements antinucléaires face à cette Women's Pentagon Action.
Donc la question, je disais, avant que Nina lise cette déclaration, la question qui va les occuper, c'est une question politique, parce que malgré tout, dans cette Women's Pentagon Action, on voit bien qu'il se passe quelque chose là. C'est quand même de la politique, c'est pas seulement un carnaval. Et même si on n'écoute pas la déclaration, le scénario est tellement particulier qu'on s'imagine bien qu'il est en train de se passer quelque chose de politique dans cette histoire. Alors, c'est un peu la réponse à la question que je posais tout à l'heure. Donc, c'est leur réponse, par exemple, une des réponses à la question qu'elle se posait. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un contexte de catastrophe? Comment est-ce qu'on peut échapper au cynisme, au fatalisme? Eh bien, ça, c'est une de leurs réponses. Alors, il y a une sociologue qui a beaucoup étudié ces mouvements. Donc, évidemment, elle a étudié tous les textes disponibles en anglais. Et elle a mis en évidence 3 choses très importantes qu'on retrouve dans tous ces mouvements. Déjà, ce qui est important, c'est de dire que ces femmes veulent entrer en politique et qu'elles connaissent parfaitement les règles de la scène politique et de la vie politique. Elles savent que c'est un territoire où d'avance elles vont perdre. Les règles de ce territoire est fait par des hommes et pour des hommes. Donc, leur idée, ça va être de se fabriquer elles-mêmes un territoire politique. Donc je vous renvoie au travail de Bénédicte Zitouni, donc des femmes contre des missiles. La première série d'actions que les femmes vont mettre en place, c'est de prendre les mesures du désastre. Prendre la mesure de toutes les catastrophes, qu'elles soient civiles ou nucléaires, les pollutions, les laboratoires, tout ce qui participe au désastre. Elles vont prendre acte de toutes ces catastrophes et elles vont se mettre au travail. Mais prendre acte, ça veut dire que c'est comme un élément fondateur, et à partir de là, elles vont dire c'est pas la peine de se raconter d'histoire, on y va, on se met au travail. Et la première chose qu'elles commencent à faire, elles se disent qu'il faut d'abord créer une nouvelle langue. Parce que ce désastre, il n'est pas défini par tout le monde de la même manière. Donc elles vont apprendre à décrire autrement qu'avec une langue de bois. Elles vont trouver leur propre langue et elles vont chercher à dire les choses de manière très concrète, avec des détails. Contrairement aux experts, elles vont décrire des situations de destruction, de contamination, de pollution, de façon très, très précise. Ce qu'elles veulent, c'est rendre palpable, concret, tangible et même charnel. Que cette langue soit concrète, plus près des corps, plus près des lieux qui sont victimes de la destruction. Et elles veulent... leur idée, ça n'est pas de faire du sensationnalisme ou de faire prendre conscience. Ce qu'elles veulent montrer, c'est qu'il y a d'un côté la langue des spécialistes, la langue des experts, un savoir qui est neutre, détaché, scientifique, avec des statistiques, des degrés de pollution qui sont mesurables, des risques acceptables, et puis toute une novlangue, la langue de bois de ceux qui gèrent la catastrophe, et qui parlent, eux, de dysfonctionnement, de défaillance, d'incidents, d'accidents majeurs ou graves, d'incidents ou d'anomalies, qui ont des échelles de mesure, mais comme l'échelle INES, qui est en fait une échelle de mesure qui sert à juste communiquer sur la gravité d'un événement nucléaire civil, par exemple. Ce n'est pas une vraie mesure. On a des descriptions, comme par exemple la majeure partie des substances radioactives est contenue dans la caverne de la centrale. Ça, ce n'est pas des descriptions qui leur conviennent. Elles vont chercher à parler des corps, des maladies, des effets secondaires, de tout ce qui se passe quand il y a de la radioactivité.
Donc d'un côté, on a une langue d'expert, une novlangue, et de l'autre côté, et c'est là que, en général, la société parle, donc d'un côté, on a les experts, et de l'autre, on a des bonnes femmes hystériques qui n'y connaissent rien. Et encore une fois, si elles veulent s'occuper de l'avenir, elles s'occupent de leurs enfants, et ça va mieux comme ça. On a d'autres formules aussi. C'est un nid de sorcières qui mène des activités criminelles, ou c'est des folles hystériques. Bref, ce sont des femmes qui n'y connaissent rien. Donc d'un côté des experts, de l'autre des femmes qui n'y connaissent rien. Et elles, en cherchant à fabriquer une nouvelle langue, elles veulent s'attaquer à cette idée qu'il y a d'un côté un savoir sérieux, qui est complètement neutre, détaché, et de l'autre côté des émotions, sans aucun savoir. Mais pour faire cela, elles vont aussi se mettre au travail, parce qu'elles vont apprendre à se faire expertes. Elles vont être obligées d'apprendre, elles vont être obligées de connaître des faits, de savoir les décrire, de se faire confiance, même si elles n'ont pas tous les éléments, même si elles ne sont pas forcément des scientifiques. Et de cette manière, elles vont pouvoir se positionner. Donc leur idée, c'est prendre acte du désastre, le décrire au plus près des corps, parce que la catastrophe affecte nos corps et les corps de tous les vivants, refuser une description froide, gestionnaire, au profit d'une description qui va obliger à apprendre. Elles doivent être capables de produire un savoir, et un savoir qui va aussi engager tous les affects, toutes les émotions qui sont normalement réservées à la sphère privée. Et ça, c'est une dimension qui est féministe, pas seulement féminine. C'est-à-dire, il n'y a pas... On connaît ce couple avec l'esprit d'un côté, le corps de l'autre, la raison d'un côté, les émotions de l'autre. Elles vont chercher à casser cette chose-là. Dire que même si on n'est pas des expertes, on est capable de produire un savoir quand même. Alors j'ai noté quelques phrases parce qu'elles sont quand même sympathiques. En substance, parce que j'ai pas la citation exacte, mais si les hommes ne deviennent pas hystériques dans ces situations, c'est eux qui ont un problème, et pas nous. Les femmes en lutte pour l'environnement ont appris à puiser leur pouvoir dans leur émotivité, qui est valorisée dans la sphère privée, maternelle et familiale en général, mais méprisée dans la sphère publique. Eh bien, elles vont s'en servir de ces émotions et de cette émotivité, de cette colère, elles vont s'en servir. Une deuxième ressource qui est aussi très importante, et ça on l'a bien vu avec la lecture de Nina, c'est qu'elles vont nous apprendre la puissance d'occuper des lieux, les lieux même où se produisent les catastrophes. Alors par exemple avec le Pentagone, c'est très clair, c'est là que se jouent les décisions, c'est là qu'on décide. C'est là qu'on va faire notre action. Elles vont occuper des laboratoires, elles vont occuper des lieux autour des centrales, elles vont occuper, alors en Angleterre, là c'est assez spectaculaire, elles vont occuper le camp de la Royal Air Force pendant une vingtaine d'années, puisque l'OTAN avait décidé de mettre des Pershing, des fusées Pershing, je ne sais plus comment ça s'appelle, des missiles, là, des fusées Pershing qui devaient stationner là en Angleterre. Donc pendant 20 ans, elles ont occupé ces lieux. Je dis, parce que c'est là que ça se passe, et ben on va habiter là. Donc il y avait des caravanes, il y avait tout un tas de choses. Donc comme vous l'avez entendu, avec la Women's Pentagone Action, une dimension très importante, c'est le côté spectaculaire des actions qui ont lieu sur place. Par exemple, lorsqu'elles tissent une toile géante autour du Pentagone, ou lorsqu'elles utilisent tous ces artefacts. Et elles nous disent que là, en fait, c'est plus qu'une marche qui est en train de se passer. C'est pas seulement une manifestation. On sent que c'est quand même beaucoup plus que ça. Et
ça, ce sont des choses qu'elles ont apprises à faire et à fabriquer au fur et à mesure pendant des années. Donc l'iconographie est très importante, les scénarios, avec les poupées par exemple, qui arrivent au fur et à mesure, toute la théâtralité, pour certaines activistes aussi les rituels attachés à la terre. Dans la Women's March, on voit tous les outils qu'elle fabrique, les marionnettes, la mise en scène, les pleurs, les cris. Et dans le camp de Greenham Common en Angleterre, là, tout autour de la base militaire, elles vont accrocher des mascottes, des petites poupées, des tas d'objets qui sont là, des poupées de la vie quotidienne, tout ça sur le grillage du camp militaire, tout ce qui représente les enfants, toutes ces choses qui vont se permettre de se projeter et de projeter ses sentiments sur la scène publique. Alors à Greenham Common, elles se sont mises carrément, elles se sont tenues tout autour de la base, les mains chacune la main dans la main, et elles ont pris la base, elles ont pris la base dans les bras. C'est-à-dire elles ont fait un gigantesque cercle et elles ont décidé de prendre cette base militaire avec les fusées Pershing dans leurs bras. Voilà, c'était leur proposition sur ces lieux-là. Il y en a eu beaucoup d'autres aussi. Hein. Il y a des trucs assez délirants, parce qu'il y avait quand même la police, les forces de l'ordre qui étaient sur place, et un camp militaire, quand même, quand on essaye de violer un territoire comme celui-là, c'est quand même assez grave, parce que l'État a quand même tous les droits sur un territoire militaire. Donc elle trouvait des choses assez extraordinaires. Elle réussissait par exemple à couper le grillage, ou à mettre une échelle, à passer quand même par-dessus, mais elles étaient habillées avec des costumes absolument invraisemblables, couvertes de miel de la tête aux pieds, donc elles trouvaient des choses assez étonnantes, ce qui fait que sans cesse les forces de l'ordre étaient complètement désarçonnées. Donc il y avait la non-violence, bien sûr, mais il y avait des choses tellement dingues. Des femmes déguisées en nounours aussi, c'est très difficile de leur tirer dessus quand même, parce que c'est tellement pas sérieux. Elles sont mortes de rire avec des oreilles qui... Voilà, elles ont quand même proposé des choses assez rock'n'roll, quoi. Tout ça pour vous dire que c'est pas juste des marches, et qu'il y a des outils de projection qui sont extrêmement utiles. Voilà, donc ça c'était Greenham Common. Si vous voulez, je vous en lis un tout petit échantillon. Donc nous nous tenions toutes par les bras et nous chantions les pieds enfoncés dans la boue jusqu'aux chevilles. Nous avions décoré les barrières avec des milliers de petits symboles de la vie de tous les jours, tout en y découpant des ouvertures commodes. Le grillage eut bientôt un air de laisser-aller, semé de trous comme un tricot raté. Voilà. Et donc, après ces deux choses qui sont des ressources pour ces femmes, donc la langue, une langue et un savoir, et puis l'occupation des lieux, une troisième chose qui est alors la chose la plus étonnante et je crois la plus nourrissante, je crois même pour nous maintenant, c'est... je vais essayer de vous le dire en le lisant parce que sinon je vais me perdre. Oui, c'est l'idée de refuser un cadrage temporel qui les empêche d'agir. C'est-à-dire que le cadrage temporel qu'elles ont, c'est vous agissez tout de suite et vite, parce que c'est urgent. Et donc il faut répondre à cette catastrophe de manière extrêmement rapide. Et elles vont refuser ce chantage au catastrophisme. Dites comment est-ce qu'on va faire quelque chose, puisque de toute façon, on sait que ça sera trop tard. On sait que ça sera jamais assez rapide. Et on va être obligé de travailler dans l'urgence. Donc face à ce manque de temps, elles vont essayer d'inventer quelque chose de très différent. Et elles vont décider qu'elles sont héritières. C'est-à-dire qu'elles sont héritières dans
un monde qui est constitué d'un temps très long. Elles vont se faire héritières de femmes qui existaient avant la destruction par la modernité. Pour certaines même, elles vont de manière très explicite se faire héritières des femmes qui ont été accusées de sorcellerie au XVIIe siècle, au moment où la modernité commence à naître, puisque c'est le XVIIe siècle qui a brûlé les sorcières, hein, c'est pas le Moyen-Âge. Donc au moment où Descartes, par exemple, va nous expliquer que la nature, c'est quelque chose qu'on doit dominer, qu'on est à l'extérieur de la nature, et qu'on commence à mettre en œuvre toute la recherche mécanique, etc. Donc la naissance de la modernité, à la même époque, on brûle les sorcières. Et donc elles vont décider de se faire héritières de ces femmes, et elles vont dire, non, on n'est pas des femmes maintenant en train de se mobiliser parce qu'il y a une situation d'urgence où on risque de détruire la Terre. Nous sommes des femmes qui revenons. Nous sommes les héritières de ces femmes. Il y a eu une grande parenthèse qui s'appelle la modernité. Ça a été un échec total. On aboutit à une destruction. Eh bien, on revient. C'était nos ancêtres, ces femmes-là. Alors on revient en arrière et on va se retrouver avec un héritage beaucoup plus important, un héritage qui va nous tenir, qui va nous permettre de résister, qui va nous permettre de lutter. C'est ce qu'elles appellent un temps long. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut comprendre ce slogan qui a fini par arriver en France il y a quelque temps. Vous l'avez peut-être vu en anglais, il est apparu encore sur Facebook à Montpellier là, il y a peu de temps. We are the granddaughters of the witches you didn't burn. Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler. Donc nous étions à cette époque des femmes que la modernité ont expulsées des terres, qu'elles ont expulsées de leur propre savoir, de leur tradition, que la modernité a expulsé de leur propre corps aussi, puisqu'elles n'avaient plus la possibilité de faire ce qu'elles voulaient comme elles voulaient. Eh bien, on revient, c'est nous. Et donc, on va aussi refabriquer des récits pour se raccorder à ces femmes. Alors, il ne s'agit pas d'un retour en arrière, il s'agit d'un travail où on va essayer de récupérer ce qui peut être récupéré, d'où des rituels, par exemple, où elles vont déclarer leur attachement à la terre, d'où les histoires de sages-femmes, par exemple, qu'elles vont raconter. Il y a par exemple des livres qui s'intitulent « Sorcières, sages-femmes, infirmières ». C'est une histoire du soin. Et là, c'est assez typique. Dans le titre, on voit bien le récit des femmes qui soignent. Et c'est un récit inscrit dans un temps qui est long. Il y a les sorcières, ou les femmes traitées de sorcières. Il y a les sages-femmes, auxquelles on a fait la guerre. On continue un petit peu à leur faire la guerre, d'ailleurs. Et puis les infirmières. Donc il y a un récit avec tout ce temps qui fait qu'elles sont inscrites dans une temporalité complètement différente. Donc on revient, on se remet au travail, et ça c'est déjà une ressource qui est vraiment qui est forte. Donc une pléthore de rituels, de danses, comme autant de techniques pour résister. Il y a une autre phrase aussi qu'elles disent à l'entrée d'un camp de résistance à Sénéca, où il y avait eu une catastrophe nucléaire assez grave. Elles disent « We are the old woman, we are the new woman, stronger than before ». Nous sommes la vieille femme, nous sommes la nouvelle femme, plus forte qu'avant. Voilà, donc parmi toutes ces ressources, il y a aussi le chant qui a une place très importante.
le chant et la danse, et spécialement des actions qui aussi sont très importantes lorsqu'il y a eu une action qui a échoué, lorsqu'il y a eu des arrestations, lorsque ça a été un échec, lorsque vraiment ça n'a pas marché. Elles apprennent que c'est très important de se retrouver justement après, et de chanter après, et de danser après, pour dire c'est pas fini. Là, ça c'est fini, mais ça n'a pas marché du tout, mais c'est pas grave, on recommence, on est là. Donc c'est toujours ponctué, et elles vont en quelque sorte s'accaparer le temps, s'accaparer la temporalité, puisque le problème du temps, c'est le problème qui... La question du temps, c'est ce qui fait partie du problème. C'est parce que le temps est à l'urgence qu'on ne peut pas agir. On est comme, un peu comme un lapin qui traverse la route et qui est sidéré parce que il ne peut plus bouger, parce qu'il va se faire écraser. Ou alors c'est l'histoire de celui qui tombe et qui dit « jusque-là tout va bien, jusque-là tout va bien ». Mais on ne peut rien faire. Donc cette invention d'une temporalité particulière, ça est une ressource énorme. Et donc c'est un peu pour ça qu'on lie aussi l'écoféminisme avec la question des sorcières. Alors, donc en France, l'écoféminisme commence aussi à avoir un peu plus d'écho grâce à cette figure de la sorcière qui était déjà présente dans les années 70 avec la revue Sorcière, où là c'était l'image de la femme qui cherche, l'image de la femme qui s'émancipe, donc c'était le titre d'une revue. Là, c'est encore une figure qui revient, et encore aujourd'hui avec Trump, on continue à lui jeter des sorts tranquillement. Et puis j'ai vu aussi que récemment, avec le président français aussi, c'était arrivé. Donc il y a des sorcières dans les manifs déjà, j'en ai même vu une Women's March. Il y a eu des slogans aussi en France qui étaient sympathiques, Macron au chaudron. Bon, ben, les sorcières arrivent ici. Voilà. Écoutez, je crois que je vais peut-être pas tarder à m'arrêter. Voilà, donc peut-être vous laisser la parole maintenant. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut peut-être se poser la question de la raison pour laquelle on reparle d'écoféminisme à ce point-là. Est-ce que peut-être elle ne constituerait pas des ressources très importantes pour nous? Parce que quand j'ai décrit ce qui se passait là dans les années 80 et le contexte où c'est arrivé, tout ça, je ne sais pas pour vous, mais enfin moi ça m'a singulièrement rappelé l'époque que je suis en train de vivre. Les outils qu'elles utilisent, je trouve que j'ai le sentiment qu'en France, on est quand même relativement démunis par rapport à ces manifestations décrites. Bon là il n'y en a eu qu'une, mais vous pouvez en trouver d'autres dans d'autres livres, notamment le livre de Starhawk, les chroniques altermondialistes, où elle décrit vraiment toutes les manifestations à chaud. C'est vraiment des choses exceptionnelles, avec des outils, avec un apprentissage incroyable de comment on fait dans une manifestation, comment on suit des drapeaux suivant si on a envie de s'impliquer mais sans danger, ou un petit peu avec danger, si on est prêt à affronter quelqu'un, et comment on suit des drapeaux dans une manif. Et c'est extraordinaire, c'est vraiment un apprentissage très long, et ici il ne s'est vraiment rien passé. Alors pourquoi? Parce que l'écoféminisme, sûrement, ici, ça a un petit peu dérangé. Je pense que l'idée de rapprocher la femme et la nature, ici, c'est pas simple. Parce que historiquement, le féminisme s'est quand même construit pour les femmes en s'arrachant à cette nature à laquelle elles étaient assignées. Donc, s'arrachant à la nature, elles se libèrent et elles essayent d'obtenir, je dis ça vraiment caricaturalement, mais enfin, obtenir une égalité avec les hommes. Mais du coup, la nature, je ne sais pas ce qu'on en fait dans l'histoire. Donc, elles se sont émancipées, mais on s'est émancipées, mais on ne sait pas quoi faire avec la nature. Donc, retourner à ce couple femme-nature, en France, c'est pas génial. La spiritualité, ça va pas non plus avec l'idée d'émancipation en France. Alors évidemment, les États-Unis et nous, on n'a pas du tout la même histoire, mais pour dire quand même une petite chose, surtout
que les textes qui viennent d'être publiés dans l'anthologie d'Emily H. Le titre de l'anthologie, c'est Reclaim. Reclaim, c'est un mot qui est complètement intraduisible et qui veut dire à la fois récupérer, réhabiliter, se réapproprier quelque chose qui a été détruit, qui a été dévalorisé, en même temps modifier cette chose et être modifié par cette chose. Voilà, reclaim, ça veut dire ça. Donc c'est très difficile de trouver un mot. C'est pas réclamer, c'est récupérer, c'est retrouver et c'est en même temps réparer. Et Émilie H, dans son introduction, parce qu'elle écrit quand même pour des Françaises et des Français, elle explique très bien comment ces femmes ont récupéré ce couple femme-nature, un couple qu'on avait essayé finalement de dévaloriser, d'utiliser comme une arme contre les femmes. Voilà, donc elles ont utilisé cet outil. Alors on peut dire qu'il y a quand même en France aussi depuis on a appris quand même pas mal de choses. Il y a eu des ZAD, il y a encore des ZAD. Quand on voit les mises en scène des Américaines, on voit qu'il y a quand même eu des petites mises en scène intéressantes, même si elles sont moins spectaculaires en France. Mais il y a eu à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est sûr, ils ont tout rasé, mais tout le monde est venu planter un bâton. Alors c'est rien, planter un bâton, mais ces bâtons, ils veulent dire, c'est pas une marche, c'est pas une pancarte, ça veut dire, on a planté le bâton, on est parti, mais le bâton est là, on va revenir, c'est pas fini. Quand il y a eu la COP 21 aussi, beaucoup de gens assignés à résidence, tous les activistes étaient assignés à résidence, mais je sais pas si vous l'avez vu, il y avait des photos magnifiques de ça, où les gens avaient juste posé leurs chaussures. Alors ils n'étaient pas là, hein, mais il y avait des milliers de paires de chaussures devant, je ne sais plus quel lieu où se décidait quelque chose. Donc les performances commencent à être ici un petit peu plus intéressantes. Maintenant, je ne les connais pas, il y en a peut-être beaucoup. Voilà, donc pour résumer, ces femmes sont allées chercher des ressources là où on ne s'y attendait pas du tout, du côté des corps, du côté de la réappropriation de ce couple femme-nature. On pourrait dire qu'elles ont guéri ce lien, guéri beaucoup de choses en se le réappropriant, voilà, sans demander, à vrai dire, l'avis des féministes, des écologistes, des théoriciens. Elles ont fabriqué quelque chose face à leur peur, à leur terreur, et peut-être qu'elles peuvent nous inspirer, si c'est déjà le cas, parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde, donc il y a peut-être pas mal d'idées déjà. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Et puis merci. Il faut que quelqu'un se lance sur la première réflexion, question. Finalement, qu'est-ce que c'est l'écoféminisme? Est-ce que c'est l'écologie et féministe? Enfin, est-ce que c'est une femme écologique qui est aussi féministe, ou est-ce que c'est une femme féministe qui fait un peu d'écologie? Et qu'est-ce que c'est des revendications typiquement écoféministes? Est-ce que c'est juste des revendications écologiques qui sont portées par des femmes? Typiquement, si on fait une marche le 14 mars avec un écoféminisme, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on revendique? Qu'est-ce qu'on veut au final? Alors moi, je n'ai pas voulu parler de ça parce que ça aurait... Marie, je n'ai pas voulu aborder ce sujet parce que c'est long, parce que aussi je ne suis pas forcément hyper compétente sur le sujet, mais c'est vrai que c'est une des grandes questions, pourquoi pas écoféminine. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'un côté une lutte écologique et de l'autre une lutte féministe. D'abord, toutes les femmes, ça c'est, on le voit au fur et à mesure de la description des mouvements, toutes les femmes ont compris qu'il fallait qu'elles viennent, qu'elles soient féministes, pas féministes, mères au foyer, qu'elles veulent revenir au foyer parce qu'elles ne veulent pas s'occuper des enfants des autres, elles voudraient bien revenir chez elles. Elles ont compris qu'il fallait qu'elles viennent toutes. Au fur et à mesure aussi,
Donc, c'est féminin et ça va devenir féministe aussi quand elles vont se rendre compte aussi avec des théoriciennes, avec des philosophes qui vont accompagner le mouvement, que c'est un même mouvement qui va dominer et les femmes et la terre. La terre au sens du sol, quoi. Et ça, c'est vrai que ce sont les théoriciennes qui vont mettre ça en évidence. Une spécialement qui s'appelle Caroline Merchant, qui a écrit La mort de la nature, et elle va montrer comment dominer la femme et dominer la nature, ça part exactement du même point. C'est-à-dire, Emily H., qui a fait cette anthologie, donne une image très intéressante. Elle parle d'un ruban de Mobius. Vous savez, un ruban qui est attaché comme ça, il est tordu en même temps. La Terre est considérée comme féminine, nourricière. Donc, on domine la Terre parce qu'elle est féminine, mais la femme est rattachée à la nature et à la Terre, donc on la domine parce qu'elle est rattachée à la Terre, et la Terre parce qu'elle est féminine, et on n'en sort jamais de cette histoire. Et c'est ce qui justifie qu'on domine la Terre, c'est qu'elle est féminine, et c'est ce qu'on justifie, et c'est ce qui justifie qu'on domine les femmes, puisqu'elles sont plus proches de la Terre. Alors, si vraiment on veut retrouver cette proposition philosophique-là, il faut aller lire l'anthologie d'Emily H. Il faut lire Caroline Merchant, elle n'est toujours pas traduite en français, on l'attend. Qui d'autre encore alors oui, Caliban et la sorcière de Silvia Federici. Alors elle explique ça très bien. Et puis Starhawk qui explique, alors elle, historiquement, le lien entre l'expulsion des terres avant le XVIIe siècle, l'expulsion des terres, l'expulsion de la connaissance et du savoir, et l'expulsion des corps. On commence par la terre, on commence par le savoir, on continue avec le savoir, et notamment, pourquoi les sorcières? Parce qu'elles soignent, et les femmes, parce que c'est comme ça, et ensuite le corps des femmes, elles ne savent même plus, elles savent plus rien, quoi. Je veux dire, elles sont obligées d'aller voir quelqu'un qui sait, pour savoir comment fonctionne leur corps, comment accoucher, alors qu'avant, c'était pas le cas. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, parce que du coup, je vais plus loin. Donc, dans Caliban et la sorcière, c'est très bien expliqué. Dans un texte de Starhawk aussi, qui s'appelle Le temps des bûchers, c'est très bien expliqué, le lien entre cette domination de la terre, cette domination de la nature. Du coup, écoféminisme, c'est devenu l'écologie, parce que c'est la terre qu'on défend, et les Américaines disent la terre, elles ne disent pas la nature. Et féministe parce qu'on veut casser cette chose qui s'est mise en place. Donc c'est la même culture qui veut dominer l'un et qui veut dominer l'autre, puisque ça va ensemble. Alors c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas deux courants, ce n'est pas des écologistes qui viennent d'un côté, des femmes de l'autre, et puis ou que les femmes écologistes. Ce n'est pas deux luttes qui se croisent ou qui se rencontrent. C'est vraiment une articulation entre deux choses qui a été mise en évidence au fur et à mesure des actions. Les philosophes, les théoriciennes, les chercheuses, les historiennes, elles ont mis ça en évidence en disant « mais c'est la même chose ». Donc c'est logique d'être éco-féministe. Bon. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien expliqué, c'est pour ça que je ne voulais pas en parler, parce que c'est long, je ne suis pas une spécialiste, je ne sais pas si c'était très clair. Moi, c'est juste pour illustrer, répondre, tu avais parlé de la ZAD. Il y avait une phrase qui a été notée qui est assez symbolique. On dit « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». Et je pense que ça pourrait être un peu une illustration de ce que serait l'écoféminisme. C'est-à-dire qu'on franchit cette différence entre nature-culture, c'est-à-dire qu'on va se réapproprier notre environnement, on va franchir cette espèce de gouffre entre l'intellectuel et, je sais pas, le naturel. Et avoir une interaction peut-être un peu plus directe avec ce qui nous entoure. Et je pense que là, en ce moment, on est tous en train de rechercher un petit peu quel contact on peut avoir avec tout ce qui est en train de s'éteindre. Bon, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais voilà, comment peut-être protéger ce qui est encore à sauver et comment le faire d'une autre façon, c'est-à-dire pas forcément l'intellectualiser et dire bah, je vais le défendre parce que c'est pratique pour moi, mais juste parce que c'est du vivant. Et que nous, en tant que... Alors, ouais, en tant que femme, plus, je
sais pas comment expliquer, je pense être humain, parce que je pense que des hommes peuvent être aussi écoféministes en fait. On va se remettre à... On va être les porte-parole un petit peu de tout ce qui serait notre environnement. Donc on a tous ces codes, on a toute cette... On lutte contre une oppression qu'on vit et qu'on impose à tout tout ce qui nous entoure, quoi. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais... Enfin, en fait, c'est... si je peux répondre. Moi, mon questionnement, je suis écologiste, je suis féministe, je suis les deux. Et je suis bien consciente que c'est la même cause, le féminisme. Mais enfin, on est bien conscient qu'il y a cette même cause, ces deux problèmes-là. Mais bon, enfin, c'est pas inconciliable, les deux existent ensemble. Mais pour moi, je n'ai pas un combat écoféministe, j'ai un combat écologiste, j'ai un combat féministe. Et pour moi, enfin, n'importe qui peut avoir le combat écologiste. On va dire sans le féminisme, bon, le but c'est d'arriver en haut, on va dire, attaquer ce qu'il y a de temps, mais enfin, je ne sais pas comment vraiment articuler, me dire je suis écoféministe. Enfin, pour moi, c'est deux choses un peu séparées, qui ont bien sûr la même cause, mais qu'est-ce que serait une revendication Typiquement, ce qu'elles ne veulent pas faire. On va aller en haut, on va y arriver, et là on va faire quelque chose. Surtout pas, on n'y arrivera pas en tant que femme. C'est ça qu'elles disent. Non, je ne dis pas aller en haut, mais attaquer, on va dire, tous les fronts, quoi. Enfin, plutôt dans ce sens-là, quoi. Ça, je ne voyais pas tous les fronts. J'avais une question. Juste pour mieux comprendre, est-ce que votre propos consiste à dire que si la planète était dirigée par des femmes, elle serait différente? Parce que vous n'êtes pas allé jusque-là. Donc moi je voulais juste présenter un mouvement et dire, voilà, ces femmes à l'époque ont trouvé des ressources énormes là où on n'aurait pas réussi à trouver peut-être. Est-ce qu'elles peuvent nous inspirer? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous amener? Est-ce qu'il y a des choses qu'elles peuvent nous amener? Et pas plus que ça. J'espère que j'ai réussi à faire ça. Je ne voulais pas dire moi-même, voilà ce qui est bien. J'ai essayé de rapporter les outils que ces femmes avaient trouvés pour sortir d'une situation de destruction, pour répondre à cette destruction et cette urgence qui est Je vais envie d'intervenir, je ne sais pas trop. L'ouvrage de l'horloger des IH se nomme, si je ne me trompe pas, Reclaim, et qui est un mot qui est difficilement traduisible en français, parce que le terme claim, c'est revendiquer et en même temps marquer une appropriation d'un territoire, d'un domaine assez précis, et donc ça implique une spoliation. Et peut-être que la spoliation du savoir, du pouvoir, de la parole, vous l'avez dit, ou de domaines entiers de ce qui est humain, accaparé par une humanité dite masculine, c'est ce qui est réclamé, revendiqué par une partie de l'humanité considérée comme, en tout cas mise de côté depuis au moins le XVIIe siècle, mais sans doute bien avant, par une partie de l'humanité qui, elle, l'a spoliée. Donc, que ce soit la terre, que ce soit le corps, que ce soit le savoir et la parole, l'écoféminisme, dans ce que j'ai compris de la lecture, serait le fait de se réapproprier, peut-être même pas se réapproprier, mais de marquer le fait que c'est ce qui a été spolié, ce qui a été volé, et que désormais, souvent, je ne sais pas comment terminer cette phrase, je suis désolé. c'est bien. J'ai eu le même problème. Je ne sais pas si spolier c'est le mot juste, parce que justement, spolier, si je comprends bien, ça voudrait dire qu'on a pris à certains et qu'elles veulent récupérer. On a pris à des femmes et que les femmes voudraient récupérer. C'est de la même manière que lorsque c'est un médecin qui explique à une femme ce qu'elle fera ou doit faire de son corps, elle la spolie dans le sens que j'ai compris, je peux me tromper évidemment, mais elle subit l'influence, le pouvoir d'un homme qui a un titre, d'un homme qui a un pouvoir médical qui peut lui faire une prescription qui ne correspond pas du tout à ce qui serait nécessaire ou ce que souhaiterait cette femme-là, au nom du savoir que cet homme a acquis et au nom de sa conception à lui masculine de la société. Et
j'entends un exemple de la médecine parce que c'est quand même quelque chose que, hélas, nombre d'entre eux subissaient. Mais on entendrait cette analogie à l'ensemble d'une société qui elle-même n'a qu'une manière de vivre et de voir les choses de manière masculine. J'y pensais lorsque vous parliez de la Pentagonist March où elles mettent le point sur ces hommes vieux, blancs, qui détiennent le pouvoir de détruire toute la vie, alors que toutes les femmes, quelle que soit leur origine, ont la capacité de créer et de protéger la vie. Donc c'est deux forces antagonistes qui s'opposent. C'est aussi ça, dans la lecture, encore une fois, que j'avais ressenti, c'était cette volonté de prendre la parole, de prendre parti, pour dire non, ce n'est pas possible que ces individus prennent la parole et détiennent le pouvoir, alors qu'il ne leur appartient pas. C'est là où il y a une spoliation, j'entends la spoliation peut-être. Je ne sais pas ma phrase. Mais c'est vrai qu'il y a des... Lorsqu'il y a ces camps de la paix, par exemple, à Green Common ou le reste, on dit qu'il y a beaucoup de récits, les révoltes, par exemple, des paysans qu'on appelait les jacqueries. Il y a des récits qui se refont en disant il faut qu'il y ait une transmission. S'il n'y a pas de transmission, il n'y a pas d'histoire. Donc on va arriver là, et puis voilà, on n'a rien, on va défendre des choses parce qu'on veut rester en vie, mais c'est tout. Et je ne sais pas si ça répond à la question, mais il y a eu des spoliations. Je parlais des enclosures. Il y a eu des révoltes de paysans. Il y a eu des révoltes encore de paysans. Et puis ça a été repris. Et puis il y a eu encore une bataille. Et dire, les hommes ont pris un pouvoir sur les femmes, sur la nature, c'est un peu passer à côté de toute cette épaisseur de récit. Est-ce que les hommes n'ont pas c'est toute une histoire. Oui. Et dans la médecine, c'est pareil. C'est toute une histoire. Mais au sens de... Il faut la récupérer, cette histoire. Il faut aussi... il faut la récupérer, il faut la recréer, il faut la retravailler, sachant qu'il ne s'agit pas de retourner en arrière. Il faut récupérer des outils. Comment on peut... Il s'agit de refaire aussi dans Replay. Il s'agit de se réapproprier, de refaire, mais pas de récupérer ce qu'on nous a pris. Parce qu'on a été tous transformés par ça. C'est pas ce qui nous a pris, mais ce qui nous appartient de fait en tant qu'appartenant au vivant dans son ensemble. Peut-être pas nécessairement en tant que femme ou qu'homme. J'apprécie que madame vous pourriez y voir des hommes qui pourraient s'approprier des féministes. Juste pour répondre par rapport à ce qu'on dit sur une notion historique, c'est qu'il y a un accaparement, par exemple, de la culture et du savoir, de l'écriture et de la lecture par les hommes progressivement à partir du Moyen-Âge peut-être, mais peut-être plus tard ou plus tôt, je ne sais rien. Et les femmes ont été exclues. Et s'il y a si peu de choses, de témoignages de femmes qui ont été conservées, mais il y a des il y en a, mais si peu. Qui ont été conservées. C'est pour ça que les historiennes féministes à l'époque ont eu un travail à faire qui a été extraordinaire. Mais je ne parle pas, disons, du 18e, 19e siècle, ou jusqu'au 20e siècle, ou 21e siècle, mais bien auparavant. Bien avant. Oui, de bien avant. Elle parle de bien avant. C'est ça qui est très étonnant. Il faut aller voir du côté de Caliban et la sorcière, cette historienne féministe qui va tout à coup reparler de toute cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu J'espère que je vais parler assez fort. Il faudrait juste peut-être essayer d'apporter... Ça fonctionne toujours, oui. Ma réflexion sur l'écoféminisme, ce que tu disais tout à l'heure, que tu sois écologiste ou féministe, tu cherches à aller à la racine du problème. Donc si tu penses en termes de radicalité, c'est impossible d'être écolo sans être féministe et c'est impossible d'être féministe sans être écolo. Et donc c'est à ce moment-là que moi, en tout cas dans mon cheminement, tu vois, il y a tout qui s'imbrique. Voilà, c'était juste ça. Il y a, pour certaines personnes, le lien entre capitaliste et patriarcat est complètement évident. Pour d'autres, beaucoup moins.
Alors est-ce que ceux qui ont compris ce lien sont plus éveillés et les autres, il y a toute une compréhension qui n'est pas encore faite, ou est-ce qu'il y a autre chose? Je ne sais pas. Oui, je voulais juste dire que ce que je voyais beaucoup dans ce courant-là dont vous parlez, c'est le fait de sortir de l'anthropocentrisme. Et en fait, justement, on va nier souvent l'histoire des femmes en disant qu'elle est peu présente, mais ceux qui la nient sont ceux qui ont écrit une autre histoire, justement. Revenir justement à arrêter justement de dissocier nature et culture, arrêter cette vision hégémonique de l'Occident sur les femmes, etc. en général. À mon sens, leur recherche, en tout cas aux femmes que vous décrivez, elle est de cette sortie de l'anthropocentrisme. Ça va pas être simple. Non. C'est un pari qui a été fait en Occident, cet anthropocentrisme. C'est un pari, on voit bien qu'il est raté. Mais on voit aussi, grâce à Dieu, il y a encore d'autres cultures qui ont gardé autre chose comme compréhension. Il n'y a pas que le naturalisme et l'anthropocentrisme, il y a encore d'autres choses qui sont restées, et ce serait peut-être le moment d'aller y voir, parce que quand je dis les Américaines n'ont pas la même culture, elles ont aussi la chance d'avoir encore de leur côté des Indiens autochtones qui sont là, qui peuvent, à leur contact, elles peuvent apprendre une autre manière que l'anthropocentrisme, mais au moins qu'on se rende compte que notre manière de voir en Occident, elle n'est absolument pas universelle. On la veut universelle. L'anthropocentrisme, on le veut universel. Mais elles ont la chance, en tout cas, là-bas, d'être proches de cultures qui ne sont pas anthropocentrées. Donc, oui, ça va être dur. C'est vrai. Oui. Ouais, c'est une question... parce que du coup, le terme a été peu employé et ça a été peu abordé dans le topo. Bon, moi je suis là parce que j'ai faim de mieux comprendre les mécanismes de domination que j'associe au capitalisme et la manière dont ils peuvent s'incarner dans les individus et comment on peut essayer de repenser des mécanismes assez fins et en sortir. Et du coup, quel lien entretient l'écoféminisme avec l'anticapitalisme, y compris historiquement avec les courants anticapitalistes et les mobilisations que vous avez citées. Quel lien il y a eu et y compris quelle, j'ai envie de dire, quelle reformulation ou quelle approche de ça formule ce courant-là. Parce que si moi après s'il y a un élément qui s'approprie et le corps des femmes et la nature, je pense que c'est difficile de mon point de vue de le penser en dehors du capitalisme, même si ça a existé avant le capitalisme, mais ça donne une dimension très particulière. Et donc c'est une question par rapport à ça, c'est-à-dire à ce stade, j'ai du mal à cerner la dimension anticapitaliste telle que c'est présenté de l'écoféminisme. Je vois tout à fait la légitimité de récupérer et un savoir et des pratiques militantes. Je pense qu'on a aussi besoin de ça, sortir des trucs convenus et tout ça. Mais il y a une autre clé peut-être qui va vous répondre, parce que moi j'ai pas le temps et j'ai pas certainement le talent pour vous expliquer ça. Allez voir encore une fois ce travail de Silvia Federici, Caliban et la sorcière, parce que et même Starhawk parle de ça aussi dans Le temps des bûchers, c'est un petit texte qu'elle a écrit dans Femmes, magie et politique. On comprend bien le lien qu'il y a avec ça. Une clé peut-être que vous allez pouvoir aller chercher, c'est encore une fois cette histoire d'enclosure et de terre. Tout commence par la terre. Et avant la naissance de la modernité, la Renaissance, la terre a une valeur d'usage et non pas une valeur d'échange. Et puis il y a un moment où il y aura cette révolution à la fin du Moyen-Âge où tout à coup la terre n'aura plus une valeur d'usage mais une valeur d'échange. Ça veut dire qu'on va pouvoir acheter de la terre. C'est quelque chose dont on essaye d'imaginer ce que ça a pu être comme révolution pour les hommes, les femmes de cette époque. Et je pense que là, avec les Indiens autochtones, ils peuvent parfaitement comprendre que ça n'a pour certains aucun sens d'acheter la terre. Or, c'est à partir du moment où cette violence-là a été faite, a essayé de s'installer,
ce qu'on appelle la guerre des enclosures. Enclosure parce qu'on va clore la terre, et du coup on va faire des parcelles. Ces parcelles vont pouvoir être vendues, et vendre la terre, après, tout commence. C'est-à-dire que quand on a vendu la terre, on peut être expulsé de la terre, donc on perd à la fois les moyens de manger, tout ce qui est... enfin, il y a tout. Quand on... C'est dommage qu'elle ne soit pas là, cette femme qui est allée en Inde pendant 10 ans, avec toute la tradition de tout le travail de la forêt. On trouve tout à cette époque sur la terre. À partir du moment où la terre appartient à, là on a la naissance du capitalisme qui va commencer. Et le lien, il se fait à cet endroit, à ce moment-là, en tout cas. Alors c'est peut-être, c'est juste une piste. Après, vous allez chercher. Moi, je suis pas capable de vous parler de ça pendant longtemps. Je sais pas si j'ai répondu, si je vous ai donné une piste, mais il y a cette historienne, Silvia Federici, qui situe la chose à cet endroit-là. Et c'est là que tout ça est lié. L'expulsion de la terre, la domination et le capitalisme. Et la colonisation aussi. Parce qu'une fois on s'est occupé des terres qui sont en Europe, on va s'occuper de celles qui sont ailleurs. Je ne sais pas si ça répond. Je dirais qu'il y a un élargissement aussi de cette conception de la terre qu'on peut donner par rapport au fait, justement, le lien entre capitalisme et femmes et écoféminisme, c'est la propriété, la notion de propriété. On peut montrer aussi, par exemple, Freud a dit cette incroyable connerie comme quoi les femmes auraient un désir de pénis, c'est très discutable, et Grodek a établi l'idée selon laquelle ce seraient les hommes qui auraient un désir ou un besoin de pouvoir matriciel. Et justement, on peut complètement ramener la terre dans le lien qu'elle a par rapport à la propriété, à la femme et au pouvoir matriciel qu'elle possède et que l'homme ne possède pas. On veut ce qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, on veut ce qu'on ne possède pas. Et on a ce lien d'appropriation du corps féminin et d'appropriation de la terre qui est totalement parallèle. Il y a des images qui sont frappantes, des métaphores qui sont frappantes à l'époque, avec on trouve des textes là dans le recueil d'Émilie H où on parle du ventre de la terre. On en parle avec des métaphores qui sont complètement dingues à lire maintenant, parce que ça paraît complètement surréaliste, mais ça parle de ça, effectivement. Oui. Par rapport à tout ça, moi, je trouve ça très intéressant, mais en fait, je me pose des questions par rapport à cette question de féminisme, d'image matricielle, etc. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'à notre époque, ce qui est important aussi, c'est de sortir de la binarité et de sortir de... Enfin, qu'est-ce que c'est qu'une femme si ce n'est une construction sociale du système capitaliste et patriarcal? Donc, si on revendique un écoféminisme, je pense qu'on oublie tout un pan de la société qui est quand même en explosion aujourd'hui et qui a déconstruit le genre avec une force extraordinaire. Donc, je trouve ça ambigu et difficile de penser tout ça. Et en tout cas, moi, je ne pourrais pas me revendiquer. J'ai du mal, j'ai envie de me revendiquer féministe, mais ça ne convient plus parce qu'en fait, moi, je ne suis pas très bien sûre d'être une femme, mais pourquoi faire? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, voilà, moi, je pense qu'il faut qu'on aille plus loin que ça, quoi. C'est super intéressant, c'est riche, tous ces outils-là. Je pense qu'effectivement, c'est génial ce qu'on a entendu ce soir. Moi, ça me plaît beaucoup. Et en même temps, je me dis, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça pour aller faire le pas qu'il faut? On prend un deuxième rendez-vous, parce qu'après, il y a toute la déconstruction des deux choses. C'est ça, d'un côté et de l'autre. Il y a la nature, il y a la culture, il y a l'homme, la femme, il y a le corps et l'esprit, il y a la raison, il y a les émotions. Voilà. Et toute cette binarité qui est construite, encore une fois, à l'époque de la modernité, elle arrive à ce moment-là, oui, donc ben là on va retrouver vous, et continuer, c'était... Moi j'essayais de faire un exposé sur le sujet, mais en France aussi, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le sujet, sur ce sujet-là, et qui montrent, je sais pas, il y a Lily Noteris, vous êtes déjà au-delà du féminisme, alors que le féminisme est juste en train un petit peu de rentrer dans la société. C'est seulement... Enfin, depuis peu, c'est plus un gros mot.
c'est très récent, quoi. Avant, être féministe, on était vraiment des hystériques, des réactionnaires. C'était monstrueux. Maintenant, ça devient un petit peu normal de dire qu'on est féministe. C'est plus une insulte. C'est juste. Le patriarcat aussi, on commence à l'employer de façon un petit peu plus naturelle, un petit peu plus souple. Avant, dès qu'on parlait de patriarcat, c'était monstrueux. Oui, mais je me réponds, mais je suis complètement d'accord, et en même temps, je trouve que mettre en avant le féminisme aujourd'hui, c'est absolument génial, mais ça fait quand même monter les masculinistes. Moi, j'en rencontre de plus en plus. Je suis un petit peu étonnée de ça. Mais je me dis peut-être justement que, en fait, on ne fait pas le bon. Enfin, moi, je me dis ça pour moi, dans ma pensée à moi, jeune là-dessus. On ne fait pas le bon truc. Peut-être que c'est pas le féminisme qu'il faut se battre contre les dominations, toutes, effectivement. Et du coup, mettre en avant la binarité fait monter la binarité de l'autre côté. Et qu'en fait, là, l'explosion des binarités, toutes les binarités, et juste la conception du fait de la complexité, du fait qu'en fait, on vit dans un monde qui a essayé de réduire la complexité, alors que aller vers la complexité, c'est quand même beaucoup plus riche. C'est ça qu'il faut. On a toujours envie de simplifier, on est dans un monde qui simplifie en permanence, quoi. Tout en nous donnant des algorithmes qui sont capables d'opérations plus compliquées que. Enfin, voilà, je sais pas, je me mélange un peu. Pardon, j'arrête. Il y avait des questions par là aussi. Moi, je suis assez complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et en fait, ça me gêne, je ne sais pas du tout comment l'exprimer. Voilà, ça me gêne beaucoup je comprends complètement l'image, mais ça me gêne beaucoup de réduire, même si peut-être c'est pas une réduction, bref, de réduire la femme à quelque chose de matrice, maternelle, maternité, tout ça, nourricière, tout ça, de ressources, ça, je trouve ça très beau et en même temps complètement réducteur. Et du coup, je vais rebondir sur un autre truc, sur le fait de reprendre, quelqu'un a dit la culture des Indiens d'Amérique avec la terre, tout ça, c'est pas notre culture, et revenir à cette culture qui n'est pas la nôtre, c'est un peu de l'appropriation, et pareil, quand on parle de l'Inde, de ce genre de choses, ça me gêne aussi, et du coup, il faudrait faire attention à ce que ce mouvement de nouvelle sorcière qui revient, etc. J'aime beaucoup et ça me plaît beaucoup, mais attention à ne pas tomber dans l'appropriation de la nouvelle colonisation de pratiques qui ont déjà été faites et qui ne sont pas les nôtres. Et bref, du coup, il y avait deux idées dans ce que je viens de dire, c'est le fait que la femme n'est pas qu'une mère nourricière et quelque chose qu'on exploite et qui n'est pas dominé dans tous les cas, et aussi sur l'appropriation. Voilà. Dans ma présentation, en tout cas, je ne voulais surtout pas dire qu'il y a une limitation possible. Parce que, encore une fois, on n'a pas du tout là-bas ici. Et c'est vrai qu'il n'est pas du tout question de revenir à des pratiques, il n'est pas du tout question de se comparer aux Américaines, parce que la culture autochtone, là-bas, elle est proche, elle est à côté. Ici, c'est vrai que c'est plutôt des exemples. Essayer de faire ressortir à quel point ces femmes réussi à trouver des choses, des ressources là où on ne trouvait rien, de manière politique. Mais il ne s'agit pas de revenir en arrière, ni de jouer les sorcières, ni de partir sur une spiritualité à la place d'un engagement politique, surtout pas. J'espère que ça va être. Il ne s'agit pas de ça, mais regarde, le métier de sage-femme, par exemple, est quand même dans les campagnes françaises et dans l'histoire des campagnes françaises, les femmes, elles accouchaient d'autres femmes et elles avaient un véritable savoir de praticienne
qui a été complètement écrasé petit à petit. Et là, quand on voit qu'il y a des suppressions d'hôpital, de maternité, etc., est-ce que, puisque l'écoféminisme, en tous les cas, dans toute l'histoire se situe sur la pratique, est-ce qu'il n'y a pas des choses à aller chercher et à inventer, pas revaloriser, mais se démerder, récupérer, voilà, claim, récupérer, aller chercher tout ce qui Hier, j'ai ressorti un livre extraordinaire qui s'appelle Notre corps nous-mêmes, qui est un livre qui est sorti dans les années 70. Et ben, il a été retravaillé pendant 3 ans. Et il ressort là, et on parle vraiment de ça, là, de se réapproprier toute une technique, toute une médecine. Vas-y, je vais juste rebondir sur ce que disait la fille dernière. C'est un truc qu'on peut reprocher, que le féminisme peut reprocher justement au mouvement écologique, c'est qu'on revient vers des choses plus naturelles, etc. Les couches tabac, le vrac, le zéro déchet, etc. Et au final, ça rajoute beaucoup plus de travail aux femmes, de travail domestique. Et donc, l'écologie, les mouvements écologistes ne peuvent pas être compatibles avec le féminisme sur certains points. Ah oui, c'est pas indispensable. Je trouvais que finalement, l'écoféminisme, c'est ma définition, c'est juste un groupe de... Alors, moi, je parle avec des femmes qui s'identifient comme femmes, mais je pense que c'est ouvert à n'importe quel individu, qui décident de se retrousser les manches et de se dire, bon, bah, moi, j'en ai marre des marches bien pacifistes et j'ai envie d'agir plus rapidement, et justement jouer un petit peu sur tout ce qu'on nous a reproché ou tout ce dont on nous a attribué, c'est-à-dire l'hystérie, la démesure, etc., et d'en faire un instrument de lutte. C'est pour ça que ce mouvement-là, personnellement, moi, ça me porte, parce que, voilà, quoi, on va peut-être taper un peu plus du poing sur la table et se faire entendre, parce qu'on utilise les femmes comme la figure qui était oppressée, mais ça peut aussi valoir pour toutes les autres minorités, enfin, minorités, on est comme 50% de la population, mais voilà. En fait, la définition que finalement, pour être donnée à l'écoféminisme, c'est juste dans 11 bouches, quoi. Voilà. Et Laurence l'a très bien expliqué, comme elles se sont, comme ça a été vraiment sur les émotions, des émotions qui sont tout le temps dans la sphère privée, où on pleure en cachette en regardant les incendies monstrueux en Australie, mais ça a une portée beaucoup plus forte, peut-être des centaines, et des centaines, hommes, femmes, enfin tout le monde, en train de chialer en pleine rue devant tout le monde, quoi. Ça n'a pas du tout la même portée. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est cette manifestation des émotions aussi. C'est quand même hyper dangereux aussi. Hein. Enfin, je veux dire, ça existe depuis Sarkozy, au moins, l'utilisation des émotions dans la politique. Il faut voir un peu comment ça peut aussi s'articuler avec une forme de populisme, le fait de revendiquer l'émotion comme une arme politique. Alors, la démonstration des émotions. Ça, c'est quand même un terrain aussi assez friable et délicat, quoi. Parce que à partir du moment où on se place sur le terrain de l'émotion, on peut aussi se placer sur un terrain, on peut être manipulable bien plus facilement, il me semble. Je trouve que la question de l'émotion dans la politique, c'est bien. C'était bien que ce soit... je pense qu'elle savait parfaitement ça, et que c'était pour ça que c'était très théâtralisé, avec des figures, avec des contrôlés, avec un scénario. La première va rentrer et on va pleurer, la deuxième va rentrer, on est triste, la troisième va rentrer et on va être joyeux. Elles savent ça. La politique et le problème de la politique et la politique telle qu'elle est faite par et pour les hommes. Donc elles connaissent parfaitement ça. C'est vraiment un mouvement qui va déjouer les pièges les uns après les autres, qui va se recomposer à chaque fois, qui va dire on va nous avoir de ce côté-là, donc il faut on va nous avoir encore de ce côté-là, on va nous avoir. Et les émotions, c'est le truc qu'on va se faire avoir à tous les coups. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les traite de folles. En Argentine, les femmes qui ont recherché leurs enfants, petits-enfants après la dictature, on les appelait les folles de la place de Metz. Bon, après, le mot folle est devenu un mot qui signifie résistante, les résistantes. Donc, le gouvernement les a traitées de folles, et puis en fait, ça s'est retourné contre le gouvernement. Mais elles savent ça. D'où cette
hyper-théâtralisation, c'est marionnettes, c'est des choses comme ça. On va chercher des ressources là, alors qu'on sait très bien que l'été sont pipés. Et bien on va se débrouiller autrement. Voilà. Oui. Je voudrais juste revenir sur la remarque tout à l'heure, sur la réappropriation des autres cultures. Moi, ça me pose toujours problème, cette question-là. Mais en fait, je pense que c'est un biais aussi de la culture télévisuelle états-unienne qui a tendance à nous montrer certains biais, notamment pour les sorcières. On a l'impression que c'est les sorcières de Salem, c'est un contexte très particulier. Alors que, comme vous le disiez très justement sur la question de la sage-femme, ce savoir féminin qui était lié aux plantes, il est assez répandu. En fait, ce n'était pas que aux États-Unis cette question-là. Je pense qu'elle est valable dans plein d'endroits du monde. Et du coup, ça légitime d'autant plus cette figure de sorcière, cette figure d'écoféminisme, mais à l'échelle planétaire. Et donc, ça légitime un peu qu'on puisse se sentir concerné par ces combats-là, par ces engagements-là, dans plein d'endroits du monde différents, sans se réapproprier. En fait, je pense que les exemples étaient donnés vraiment pour donner différentes situations, pour montrer que c'est valable dans plein d'endroits du monde, mais je ne pense pas que c'était du tout dans l'idée de se réapproprier ce qui a pu se passer ailleurs, en le détournant au profit d'autre chose. Je pense que vraiment c'est quelque chose qui était valable partout, mais avec des exemples un peu plus simples à expliquer, parce qu'ils sont plus concrets, qui parlent à tout le monde. Mais c'est vrai que je pense que la figure de la sorcière, elle est valable dans plein d'endroits du monde, et pas du tout malgré ce qu'on nous fait voir dans la culture. Après, il faut aussi très bien la différence entre une sorcière, une vraie sorcière, une sorcière, c'est-à-dire une femme qui est accusée de, et qui ne l'est certainement pas, forcément, comme à l'époque, comme au XVIIe, et puis celles qui, comme elle, vont s'auto-proclamer sorcières. C'est vraiment, elles vont dire, bon, nous, puisqu'on nous a traités de sorcières, puisqu'on nous a condamnés sur des choses, et bien nous, on va s'auto-proclamer sorcières, comme quand on prend une insulte et on la revendique. Voilà. Ok, on est des sorcières. Il y a aussi tout un parallèle avec la religion qui a quand même dit que la sorcière elle est reliée à la figure du diable. Donc du coup c'était quand même une façon très simple de châtier, de punir et de violenter les femmes en fait. Donc du coup faire une force de cette figure mystique et qui fait peur finalement, c'était aussi un moyen de lutter contre. Je pense qu'on ne peut pas parler de religion en fait dans cette conférence, mais c'est un des pouvoirs avec le capitalisme qui a permis d'instaurer un pouvoir masculin. Créer cette domination-là. Du coup, la figure de la sorcière se retrouve aussi dans celle-ci. Qu'est-ce qu'on pourrait envisager le 14 mars? J'ai une question par rapport au livre sur les sorcières, de souvenir, elle dit qu'elle a désigné les nouvelles sorcières, et pour elle, ce sont des femmes qui ne font pas d'enfants. Et personnellement, ça me blesse énormément. Je fais partie de ces femmes-là, qui ont décidé, je peux faire des enfants, et j'ai décidé de ne pas faire d'enfants. Après, c'est vrai, je suis quand même tournée vers la médecine pour voir s'il était possible de la faut tourner ensemble. Et comment ça fait pas mal du coup. Donc du coup, je m'étais dit, voilà, j'ai passé un certain âge, et je suis sûre de mon choix, peut-être je vais expliquer du temps. Savoir que je ne peux pas faire d'enfants, et si j'ai des enfants, c'est pour les adopter. Parce que moi-même, j'en ai adopté. Et la médecine m'a dit non. En fait, je n'ai pas le droit d'aller contre la nature. Et donc, je ne peux pas me faire ces choses-là. Et ça, c'était un moment dans ma vie qui était un peu compliqué à accepter. Et je me suis retournée en me disant en même temps, c'est aussi peut-être important pour moi de ne pas nier la nature. La nature m'a fait plus productive. C'est aussi à moi peut-être de trouver des métiers pour répondre à mes choix et mes besoins, tout en ne reniant pas ma condition. Mais ça, c'est moi. Il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir ce besoin ou cette envie, cette capacité de raisonner. Et pour moi, ce qui m'a posé problème dans cette
refiler tout. Je redis, rendez-vous le 8 mars et rendez-vous le 14 mars, que ce soit la marche pour le climat ou l'action organisée par les colleuses féministes, je te crois. Ça va être place de la Comédie à partir de 14h, donc il va se passer beaucoup de choses, place de la Comédie à 14h. Et sinon, rendez-vous le 8 mars à midi, place de l'Ordre. Et on fait des ateliers pancartes dimanche là et dimanche 1er mars au local d'Amnesty Jeunes, le dimanche de 11h à 14h. Merci beaucoup pour l'action.